Bienvenue à ce nouveau rendez-vous lecture. Une autre histoire tirée du livre 26 dossiers qui défient la raison, écrit par Pierre Bellemare. Et cette histoire va non seulement défier la raison, mais va également amener une question assez embarrassante. Je vous laisse découvrir le village de l'Éternel Hiver et on se retrouve juste après. Le village de l'Éternel Hiver. Vous serez probablement surpris par l'écriture particulière de ce dossier. C'est la transcription d'un pilote, c'est-à-dire du premier film d'une série que nous avions l'intention de proposer à une chaîne de télévision. Comme il s'agissait, au départ, d'une maquette tournée avec peu de moyens, les interviews avaient été réalisées par Grégory Franck à l'aide d'une caméra vidéo légère. Cette transcription a été effectuée par la script de notre équipe. Elle reprend les interventions des différentes personnes que nous avons rencontrées. Voici donc un petit mode d'emploi pour vous faciliter la lecture. Les commentaires de liaison étaient dits par la voix de Pierre Bellemare. Ils sont donc précédés des initiales PB. De même, les autres intervenants sont désignés par leurs initiales. Leurs propos étaient montés en alternance pour la vivacité du document. Ils ont été relevés littéralement avec leurs hésitations, leurs répétitions, qui donnent une idée de l'état d'esprit des protagonistes. Une dernière précision. Vous n'avez jamais pu voir ce court-métrage sur vos écrans. Nous vous dirons pourquoi à la fin. PB. Seul, face à l'objectif, assis sur le coin de son bureau. La série que nous vous présentons a pour ambition de relever des témoignages fiables sur des phénomènes dits paranormaux et de les confronter à votre jugement pour en déterminer la vraisemblance. Vous allez entendre plusieurs personnes, notamment les deux principaux témoins. Je devrais dire les deux seuls véritables témoins, puisque les péripéties qui sont à la base de cette histoire n'ont été vécues que par ce couple. Cependant, ce que nous avons approché dans cette première affaire va nous obliger aussi à poser une autre question, plus inquiétante. En admettant que ces manifestations soient bel et bien une réalité, existe-t-il aussi, en parallèle, une organisation structurée pour nous empêcher de savoir? La caméra se trouve ensuite chez Carole et Philippe Josserand, CJ et PJ. Environnement de gens aisés, urbains. Décor style bobo, nombreux objets et tissus ethniques voisinant avec de l'électronique de pointe dans un mobilier moderne. Nous les avons interrogés séparément afin de recouper leurs déclarations. Dans le salon, Carole, 45 ans, cheveux auburn, sportive, tailleur bleu avec une jupe large. Dans le bureau, sous les poutres du grenier, Philippe, 47 ans, front dégarni, lunettes d'écaille, pull beige sur chemise à petits carreaux, pantalon de velours. PJ. Ça va faire 17 ans cette année. CJ. 16 ans. Pardon, 17. Ça fera 17 ans le 23 juin. PJ. Le 23 juin, oui. Non, je n'en avais jamais parlé avant. Enfin si, mais jamais à des journalistes, je veux dire... CJ. Eh bien, parce que... Ah non, ce n'est pas par manque de certitude. C'est que la crainte de paraître un peu... Elle vrille un index sur la tempe. PJ. Non, je n'avais pas peur du ridicule. Pas du tout. Je sais parfaitement que ça s'est vraiment passé. Mais simplement, je ne ressentais pas le besoin de convaincre qui que ce soit. Il rit. Je n'ai pas de livre à vendre.
Et si c'était le cas, aujourd'hui j'irais plutôt dans une émission de télé-réalité. CJ. Tout ce que nous aurions souhaité, à l'époque, c'était de trouver une explication qui tienne debout. Ce n'était pas de rameuter l'opinion. Nous, on apprécie plutôt la tranquillité. PJ. La tranquillité, oui. C'est essentiel. Pour ma femme comme pour moi. Tout est d'ailleurs parti de là. La recherche de la tranquillité. CJ. Non, matériellement, l'avenir se présentait plutôt bien. Mais marre des téléphones, des week-ends de séminaire, des bagarres pour un fauteuil de direction. PJ. Moi, cadre technico-commercial chez Sifflement pour dissimuler la marque. L'informatique démarrait à fond. Tout le monde voulait s'équiper en même temps. C'était pratiquement nous qui choisissions nos clients. On était les rois. CJ. Eh bien, j'avais terminé une licence en psycho, orientée sur la pédiatrie. Mais comme j'adorais les chiffres, j'étais entré dans une grosse boîte de marketing et je m'occupais des produits pour enfants. Rien à voir avec ma vocation, mais ça avait le mérite de payer immédiatement. Et plutôt bien. PJ. C'est moi qui ai freiné des 4 fers sur le « toujours plus ». Nous avions vu la génération de nos parents se tuer à la tâche sans avoir le temps d'en profiter. J'ai réalisé que nous étions partis dans la même voie qu'eux. CJ. Nous voulions des enfants. C'était prévu depuis nos fiançailles, mais nous ne voulions pas être des parents absents. Nous en avions trop souffert nous-mêmes. Nous ne voulions pas répéter le schéma. Phil m'a téléphoné un après-midi. Il m'a demandé de le retrouver à 16h dans un café. Alors que nous ne quittions jamais nos entreprises avant 19 ou 20 heures. Vous imaginez la surprise? J'étais même inquiète. PJ. J'ai demandé à Carole de me rejoindre dans un troquet, boulevard Saint-Michel, où on se rencontrait quand nous faisions nos études. CJ. Il a posé une pile de feuillets sur la table. Il avait tout préparé sur son ordinateur. Et c'était du solide. Je ne sais pas si vous avez pu vous en rendre compte, mais Phil n'est pas... Il ne fait pas dans l'abstraction. PJ. Eh bien, j'avais réparti en 2 colonnes. Aspect positif de l'opération à gauche, aspect négatif à droite. J'avais même commencé à chiffrer la majeure partie des postes. CJ. Il me proposait de tout changer, de partir en province et de nous construire une existence qui ressemblerait plus à ce dont nous avions envie, au lieu de continuer l'espèce de fuite en avant que la vie à Paris nous imposait. PJ. Il a fallu que je la rassure. Je n'étais pas en train de faire un burn-out ou de griller un fusible. Le trip babacool, genre la ferme et le fromage de chèvre, ce n'était pas le genre de la maison. CJ. Nous en avions vu des couples de post-68ards tout lâchés, pour partir tout feu tout flamme, pour reprendre une ferme, élever du bétail, faire de la poterie et retrouver le sens de la fête. Ils étaient revenus au bout de 3 ans sans un sou, en essayant, comme des lapins affolés, de se refaire une place dans cette bonne vieille société de consommation. PJ. Là, j'avais une véritable opportunité. Du sérieux. Un de nos gros clients réorganisait une unité de production dans le centre. Plutôt le centre-sud. Il m'avait fait quelques appels du pied. Je serais patron. C'était du costaud. PB. Nous avons voulu vous laisser entendre cette partie de l'entretien avec Carole et Philippe pour que vous vous fassiez une idée des personnalités auxquelles nous avons affaire. Ce sont des gens qui ont une solide formation, les pieds bien sur terre et qui ne se lancent pas à la légère. C'est important que vous le gardiez en tête, avant de plonger dans les faits pour le moins bizarres qui vont suivre. Philippe a déjà eu des entretiens discrets avec son futur employeur et effectué 2 voyages éclairs. Tout est verrouillé. Sérieux. Reste la question de l'agrément possible de cette nouvelle vie.
Ils décident d'aller en exploration pour vérifier sur place la viabilité de leur projet et l'attrait de la région. PJ. Pour prendre quelques jours en juin, nous nous sommes inventé une obligation familiale. Et oui, nous avons menti à nos entreprises respectives. CJ. C'était de bonne guerre. Ils ne prenaient pas de gants avec nous pour nous sucrer nos week-ends. PJ. Donc, les 2 premiers jours, nous avons visité plusieurs maisons avec l'agence immobilière. Sur l'ensemble, 2 correspondaient à ce que nous voulions. CJ. Nous avions tous les 2 un coup de cœur pour la dernière. Seulement, nous nous méfions des emballements et, le lendemain, nous avons voulu notre journée en tête-à-tête pour rayonner aux alentours, voir s'il n'y avait pas de contre-indication. C'était le 23 juin, donc. PJ. Le 23 juin, comme je vous l'ai dit. Carole avait préparé un pique-nique dans le sac à dos. CJ. Nous sommes allés renifler autour de la maison, bavarder avec les voisins. Le coin semblait idéal, ensoleillé à longueur d'année, le chemin carrossable jusque devant la porte. Ça se présentait bien. PJ. Ensuite, nous avons pris la route pour visiter les environs. Le syndicat d'initiative nous promettait des balades grandioses en forêt, la nature préservée, de la varap et des rivières. Nous avons voulu vérifier de visu. CJ. La forêt était effectivement majestueuse. Des étendues magnifiques, des arbres centenaires. Nous avons roulé au ralenti, sans nous lasser. Quand Phil a eu une petite faim, il était déjà 2 heures de l'après-midi. Nous avons arrêté la voiture à l'entrée d'un chemin. PJ. J'ai pris le sac à pique-nique. Je précise, pour la suite, parce que vous allez forcément me le demander, que nous n'avions ni carte ni appareil photo. Tout cela était resté dans la voiture. Nous nous sommes éloignés de, je dirais, 200 mètres. Nous avons trouvé une petite clairière à l'écart, un tronc d'arbre couché qui n'attendait que nous. CJ. On a saucissonné sur ce tronc. Le soleil qui faisait des raies de lumière à travers les feuilles, la fraîcheur sur nous. On est bien resté là 1 heure. Moi, j'aurais bien aimé continuer par une petite sieste. Enfin, rosisante, une grande, en amoureux. Tout était tellement idyllique. PJ. La collation terminée, j'ai eu envie de marcher. 3 jours que je n'arrêtais pas de conduire. CJ. Et puis, nous n'avions pas la couverture. Monsieur aimait déjà son confort. Donc, va pour la marche. PJ. Nous avons continué dans la même direction, mais par des chemins plus étroits. J'ai un assez bon sens de l'orientation. CJ. Non, nous n'étions pas égarés. Phil a un bon sens de l'orientation. Nous savions grosso modo que la voiture était dans notre dos. PJ. Et là, sans transition, la forêt a disparu. CJ. Il a dit disparu? Non, c'est une façon de parler. Elle n'a pas disparu d'un coup de baguette magique. PJ. Disparu est effectivement un mot inadéquat. Pourtant, la forêt n'a pas diminué progressivement de densité. Simplement, comment dire, nous n'avons plus été dans la forêt. Je ne peux pas vous dire autrement. Nous étions dans un village. CJ. Eh bien, c'est comme ça. Nous marchons dans le bois et d'un coup, nous sommes dans un village. PJ. Je me souviens que nous nous sommes regardés assez étonnés. Ni l'un ni l'autre, nous ne nous souvenions de l'avoir vu de loin ni y être entrés. CJ. Nous n'avons pas non plus le souvenir d'être passés devant les premières maisons. Je sais bien que ça n'a rien de logique. Nous avons beau nous repasser le film dans notre tête. Vous pensez bien, depuis 17 ans, nous ne cessons de nous questionner. PJ. Nous marchons dans la rue d'un village. Une rue pas très large,
pas de trottoir, des pavés. CJ. Des maisons avec des façades qui... Geste au-dessus de la tête, bras levés, mains réunies en flèche, se rapprochent, plus on va vers le haut. PJ. Des façades à colombages, avec de petites fenêtres, très touristiques. C'est ce que j'ai dit à Carole. CJ. Très touristique, peut-être, mais moi, je ne voyais personne. Rien qui bouge. Et ça a été mon premier sentiment de trouble. PJ. Je l'ai vue toute pâle. Je lui ai demandé « Tu ne te sens pas bien ?» Elle m'a répondu « Je n'aime pas cet endroit. » CJ. Un malaise, un sentiment de détresse. PJ. Je lui ai pris le bras, elle tremblait. Je lui demande « Tu as froid ?» Elle me dit « Oui, j'ai froid partout. » CJ. Je sens encore cette sensation. Froid jusque dans le ventre, comme quand on a peur. D'ailleurs, je commençais aussi à avoir peur, je crois. PJ. C'est là que je me suis aperçu que moi aussi, j'avais froid. Et c'est là que j'ai regardé par terre. Je n'arrive encore pas à croire que j'ai vraiment vu ça. CJ. Regarde, qu'il me disait. Regarde ça. Et il me montrait le sol, la chaussée. C'était du pavé. PJ. La rue était, geste des deux mains ouvertes, réunies par la tranche, en déclivité, vers le centre. Une chaussée en V, avec une rigole au centre. De l'eau qui stagnait là, pas très propre apparemment, mais elle commençait à geler. CJ. Au milieu des pavés, un petit filet d'eau, mais gelé. PJ. Une mince pellicule, par endroits. De la glace en formation. CJ. J'ai dit... Enfin, je pouvais à peine parler, mais j'ai dit... C'est l'hiver, Phil ? C'est l'hiver dans ce village ? Ici, une question a été coupée au montage. CJ répond. Gris. Il faisait gris. J'ai juste jeté un coup d'œil entre les toits. La petite bande de ciel était gris plombé. PJ. Elle avait une voix tout étranglée. C'est l'hiver dans ce village. Il va neiger. J'ai répondu machinalement. Non, il fait trop froid pour neiger. Et j'ai trouvé ça tellement stupide. Pas de dire ça, parce que c'est vrai que la neige ne tombe pas quand il fait trop froid, mais de m'entendre constater que l'hiver soit si froid, alors que je savais bien que nous étions en été. CJ. Nous savions tous les deux que c'était impossible. Vous savez, nous nous comprenons souvent sans parler. PJ. On a relevé le col de nos blousons et on s'est mis à courir. CJ. Nous n'avions sur le dos que des blousons de randonnée en toile de chemise. On claquait des dents. PJ. Je claquais des dents. De frousse aussi, je l'avoue. Mais le froid était devenu transperçant très vite. CJ. On a couru. Droit devant. PJ. La logique aurait voulu que nous revenions sur nos pas. Mais où est la logique dans un moment pareil ? Nous avons foncé droit devant, si je peux dire, parce que les ruelles tournaient. Je me souviens vaguement que nous sommes passés devant une petite église, ou une chapelle. Ce qui m'a frappé, c'est que la porte était superbe, massive, avec des carrés taillés en tête de diamant, mais toute neuve. Nous ne l'avions pas remarqué à l'aller. C'est donc bien que nous n'étions pas revenus sur nos pas. Je tenais Carole par la main. CJ. Et là, nous nous sommes retrouvés dans la forêt. Pareil,
À un moment, nous étions dans une rue, et à l'instant d'après, au milieu des arbres. PJ. Je vais vous répondre avant que vous ne me posiez la question. Là non plus, je n'ai pas vu la transition. Pas plus en sortant du village que lorsque nous y étions arrivés. Une question coupée au montage. PJ répond. Ah non, je n'ai pas noté si les maisons étaient collées à la forêt ou non. Mais là, je peux vous dire pourquoi. Tout simplement, nous n'avons pas eu l'idée de nous retourner. Nous courions comme des dératés avec la peur aux fesses, si vous me passez l'expression, et nous avons continué à courir au milieu des taillis un bon moment encore. CJ. Je ne saurais pas vous dire si le temps a changé, ni si le froid a diminué ou pas. Enfin, si, parce que nous avons été en nage, à force de courir. Nous nous sommes arrêtés pour souffler. Il faisait encore clair. PJ. Qu'est-ce que c'était que ce truc-là ? J'ai demandé. Carole m'a dit « On se posera la question plus tard, mais on s'en va le plus loin possible. Tu sais où est la voiture ?» CJ. En fait, c'est à ce moment-là que nous nous sommes perdus. Nous faisions souvent des randonnées, mais c'était bien la première fois que je voyais Phil perdre le nord. PJ. Ah oui, désorienté au sens propre. Aucune idée de l'endroit où nous étions. Et plus j'essayais de faire intervenir la logique, moins je retombais sur mes pieds. Parce que... Il hésite longuement, cherche ses mots. C'est-à-dire que... Pour déterminer dans quelle direction nous étions sortis, il fallait que j'imagine quel chemin nous avions pu faire dans ce village. Et il y avait quelque chose qui m'empêchait de... Rien que d'essayer de revoir cet endroit en imagination, ça me... Émotion visible. Il masque l'objectif avec sa paume. CJ. Phil a suggéré que nous décrivions des cercles, des spirales, de plus en plus larges. Nous finirions bien par retomber sur une route. PJ. Pas facile avec les taillis, mais nous avons fini par croiser une route. J'ai tiré à pile ou face. Nous sommes partis à gauche. CJ. Coup de chance. Nous avons retrouvé la voiture après 2 ou 3 kilomètres. PB. Ce qui renforce le malaise des Josserand, c'est que, sur la carte détaillée des environs qu'ils avaient dans la voiture, ils ne trouvent pas de village. Sur une grande étendue, il n'y a que de la forêt. Ce trouble reste si présent qu'ils annulent leur rendez-vous du lendemain avec l'agence immobilière et qu'ils rentrent sur Paris. Là, une bonne surprise les attend. L'entreprise qui emploie Philippe a eu vent de la tentative pour le débaucher. Elle lui offre une promotion et un plan de carrière. Il accepte. Son nouveau revenu est suffisant pour 2. Il lui permet de louer un appartement dans une banlieue bourgeoise avec, au rez-de-chaussée, un local qui servira de cabinet à Carole. Elle peut revenir à sa vocation première, la psychopédiatrie. Ils n'auront le temps, et peut-être le courage, de retourner sur les lieux de leur aventure qu'à l'automne de l'année suivante. En cette saison, la nature offre un visage tout différent. Ils ont beau faire des kilomètres dans cette forêt, ils n'y croisent que des arbres. Pourtant, ils ont bel et bien vécu cette aventure, puisqu'ils l'ont relatée à un ami très proche. Écoutons-le. Extérieur, jour. Assis sur le capot d'une voiture de sport jaune vif, un homme assez fort, costume rayé, un peu fanfaron. Bernard Lasset, BL, collègue de Philippe Josserand. BL. Oui, Carole et Philippe m'avaient confié leur... environ 15 jours après que ça leur était arrivé. Philippe avait l'air absent, mal fichu. Je lui ai demandé ce qui le tracassait. Il m'a raconté leur randonnée en me faisant promettre de garder cela pour moi. Dans la boîte, ce genre de délire aurait été assez mal vu, surtout de la part d'un nouveau directeur de secteur. PB.
Vous avez remarqué que nous avons interrogé les Josserand séparément, pour vérifier la concordance de leurs récits. Bien que, après 17 ans, chacun ait largement eu le temps de confondre ses souvenirs personnels véritables avec ceux que l'autre lui a racontés. Vous allez maintenant noter un nouveau détail. Nous avons volontairement évité de montrer à l'écran certains objets ou certains visages. Cela à la demande des personnes que nous allons entendre. Leurs témoignages nous étaient indispensables et, comme souvent, elles n'ont accepté sa diffusion que si elle ne permettait pas de les identifier. Intérieur, soir. Dans un bureau de mairie, devant des cartes murales passées au flou, Gérard Nodin, GN, 60 ans, premier adjoint au maire. Visage osseux, pas rasé de près. Cheveux débordants sur le col de chemise. GN. À leur premier passage, ils ne m'ont pas parlé de leur mésaventure. Ils étaient venus consulter les plans et, pour être tout à fait franc, ils m'ont assailli de questions. Un village dans la forêt domaniale ? Vraiment, je n'avais jamais entendu parler d'un quelconque village dans ce secteur. Mais je leur ai promis de me renseigner. Un mois après, je suis passé en préfecture pour des formalités. J'en ai profité pour m'entretenir avec l'archiviste du département, Madame... Elle se souvenait d'avoir parcouru un manuscrit du XVIe siècle ou du XVIIe, faisant état de l'existence d'un hameau qui aurait été frappé par la peste et dont tous les habitants seraient morts. Intérieur, soir, dans une salle d'attente de la préfecture, au bout d'une rangée de chaises en plastique. Denise R, DR, archiviste à la préfecture, 55 ans. Visage passé au flou, voix déformée. DR. Effectivement, ce texte m'était passé entre les mains, mais c'était pour moi un souvenir très imprécis. Ce document faisait partie d'un livre comptable. Depuis le Moyen-Âge, il était courant de compléter les états des finances par le résumé, dans la marge, des événements liés aux dépenses. Question coupée au montage, DR répond. Pas dans le détail, je l'ai précisé à monsieur Nodin, mais si je me souviens bien, le seigneur du lieu aurait fait détruire tout le village par le feu. Question coupée, DR répond. L'année ? Absolument pas. Mais j'étais certaine que cela se passait au cœur d'un hiver. Question coupée, DR répond. Pourquoi ? Parce que la comptabilité mentionnait qu'il avait fallu mobiliser toute la population du canton pour livrer du bois, pour alimenter ce bûcher gigantesque. Question coupée, DR répond. Ensuite, il fut ordonné qu'on efface toute trace de ce lieu, puisqu'il devait être, j'imagine, considéré comme frappé de malédiction. PB. Un manuscrit ancien, un village frappé de malédiction au cœur de l'hiver et qui se manifeste dans cet état des siècles plus tard. Un passage à travers le temps ? C'était déjà assez bizarre. Mais c'est lorsque nous avons voulu essayer d'aller plus loin que nous avons ouvert une porte sur une question plus inquiétante. Nous avions juste demandé, c'est normal, à voir ce manuscrit. Et là, voici les réponses. GN. Attendez, ce n'est pas vers moi qu'il faut vous tourner. Moi, je ne l'ai pas. Je ne l'ai même jamais vu. Après que madame m'en a eu parlé, je lui ai demandé de le retrouver pour en transmettre copie aux Josserand. Et puis, à eux, je leur ai téléphoné pour leur signaler que je tenais ma promesse, que la recherche donnait un premier résultat et qu'ils auraient des nouvelles incessamment. DR. J'avais planifié de m'occuper de cela, mais il s'agissait d'une demande officieuse pour des particuliers. J'avais d'autres priorités. Et maintenant, c'est impossible, puisque toutes les archives datant de cette époque ont brûlé. Question coupée, DR répond. Mais oui, vous n'êtes pas au courant ?
Pourtant, c'est passé à la télévision, aux nouvelles. Un incendie. Oh, il y a une quinzaine d'années. Enfin, un début d'incendie vite maîtrisé. Le bâtiment n'a pratiquement pas été touché, fort heureusement. Par contre, tout le secteur contenant les archives de cette époque a brûlé. Question coupée, DR répond. Oui, on a soupçonné un geste intentionnel, mais on n'a jamais pu retrouver les deux visiteurs. Plusieurs questions et relances coupées. DR répond. Eh bien, deux messieurs qui se sont présentés dans l'après-midi. Oui, ils avaient une carte accréditive. De documentaliste, je crois. Ils participaient à la rédaction d'une encyclopédie. Pour quel éditeur? Je ne sais même pas s'ils me l'ont dit. Oh, non, pas d'inscription préalable. Chez nous, c'est très simple. On entre, on laisse les sacs à l'entrée pour éviter les vols, et on va consulter. Je n'interviens que si on me le demande. Autrement, je laisse les gens travailler tranquilles. 2 heures. Ils sont restés 2 heures, je crois. GN. Oui, quelques jours avant, ils étaient venus aussi me voir. Probablement les mêmes personnes, oui. Plusieurs relances coupées, GN répond. Neutre, très neutre. Le genre qu'on oublie dès qu'ils ont repassé la porte. J'ai été surpris de les entendre me questionner sur l'emplacement de ce village. La seconde fois en peu de temps. Ce n'est pas un sujet très courant. Bien sûr, c'est moi qui leur ai signalé l'existence de ce manuscrit. Oui, je leur ai aussi donné les coordonnées de Madame Denise R. aux archives. Je n'avais aucune raison d'en faire mystère. Ces messieurs travaillaient à l'écriture d'un guide sur la région, et c'est toujours bénéfique pour notre tourisme. Ah, non. Je n'ai pas noté leurs noms. Des noms très courants, je crois. Comme Bernard ou Martin. Séquence finale. La caméra retourne très rapidement chez chacun des témoins. Les Josserand, ensemble, dans leur salon. CJ. Nous, ça nous a un peu effrayés, cette coïncidence de l'incendie des archives. D'autant plus que nous n'avons rien à vous montrer maintenant. PJ. Nous nous sommes dit qu'il avait dû y avoir une fuite. Des gens qui ne voulaient pas que... Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais s'il y avait eu une fuite, ça ne pouvait venir que d'une personne. Bernard Lasset, dans un bar. BL. Bon, c'est vrai. J'admets. J'en ai parlé. Je sais que j'avais promis à Philippe de la boucler, mais ce n'était pas dans l'entreprise. Je ne mettais pas sa crédibilité en jeu. C'était à titre privé. Un soir, chez des amis, on était un peu gai. Une panne d'électricité. Des bougies. Vous voyez le tableau. On a joué à se faire peur. Chacun racontait l'histoire la plus effrayante qui lui était arrivée. Moi, je n'en avais pas. J'ai raconté celle de Philippe et Carole. Ce type qui était là, très, mais vraiment très sympa. Il admirait beaucoup ma façon de raconter. Il est vrai que je m'en tire assez bien, paraît-il. Cette histoire, ça l'a littéralement scotché. Il m'a pris à part pendant 2 heures. Il m'a tout fait répéter 10 fois. Passionné. Oh, non. Aucune idée. Il a dû me le dire, son nom. Mais dans le brouhaha, un ami d'amis, vous savez ce que c'est. Pourtant, maintenant que vous m'y faites penser, c'est marrant. Je suis un bon commercial et j'ai l'entraînement pour retenir les noms et les visages. Le relationnel, c'est un peu mon fond de commerce. Mais là, néant. Un type complètement neutre. Même si je le revoyais, je ne le reconnaîtrais sûrement pas. PB. Qui sont ces hommes qui auraient, employons prudemment le conditionnel, qui auraient voulu faire disparaître un début de preuve? Pour quelle raison? Pour obéir à quelle consigne? Donnée par qui? Toutes ces questions vous inquiètent?
Dormez tranquille. Ce qui n'existe pas ne peut pas nous inquiéter. Et ce qui ne laisse aucune trace ne peut pas exister, n'est-ce pas? Sur ces mots, dits par Pierre Bellemare, se terminait ce court-métrage, cette maquette d'une série d'émissions prometteuses. Nous avions travaillé pendant des mois et réuni la matière pour plusieurs autres sujets tout aussi énigmatiques. Nous parlons au passé. Si vous n'avez jamais eu l'occasion de voir ces films, c'est que nous avons eu un léger embêtement. Daniel, notre chauffeur, emportait tout le matériel visuel et sonore de cette série vers un entrepôt sécurisé en grande banlieue. Ce sont des supports fragiles qui craignent les variations de température, l'humidité, le magnétisme et autres pollutions. Daniel a fait une légitime pause de midi dans une brasserie de Nogent-sur-Marne. La camionnette a été dérobée sur le parking. On l'a retrouvée vide et carbonisée sur une aire d'autoroute en direction de Lyon. Dommage. Et ce qui ne laisse aucune trace... Mais il nous semble avoir déjà entendu cela, non? J'espère que cette histoire doublement particulière vous aura plu, et si c'est le cas, pensez à liker, à partager cet important fait de connaître mes vidéos, et abonnez-vous. Un grand merci d'avance, à très bientôt, ou à tout de suite pour une autre histoire que vous n'avez peut-être pas encore découvert. À bientôt.